Dans notre point de presse d'aujourd'hui, nous allons tenter de parler d'un sujet intitulé « Comment renforcer l'unité nationale, la cohésion nationale en RDC ». Donc le renforcement de la cohésion nationale en RDC. Pour cela, je vais diviser ce que nous avons à dire en 3 paragraphes. Un premier paragraphe qui va s'intituler l'exemple de l'Empire romain. Un deuxième paragraphe qui va s'intituler le cas de l'Empire colonial belge. Et un troisième paragraphe qui va s'intituler le Forum national. Pour commencer, la sagesse Congo enseigne que kia sala nkwa mazayu kitomanga kia nkwa bunzimbu kakitomanga ko. Cela veut dire que le travail qui est fait par un connaisseur est toujours de qualité, tandis que le travail fait par un ignorant a toujours été médiocre. Voilà pourquoi le Maître Jésus disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, il y a plusieurs sortes de vérité. La vérité scientifique, la vérité économique, la vérité politique, la vérité sociale, la vérité agricole, la vérité technologique, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le travail fait par un connaisseur est toujours de qualité, tandis que celui qui est fait par un ignorant est toujours médiocre. L'objectif pour nous, c'est de dire comment renforcer l'unité, la cohésion nationale en RDC. Parce que dans la tradition africaine, lorsqu'un chef de clan veut déclarer la guerre à un clan ennemi, il commence tout d'abord par rassembler les membres de son clan et les réconcilier. Parce que le Maître Jésus disait que tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. Ainsi, quand nous voulons aller à la guerre, il faut commencer par se réconcilier dans le clan. Et une fois que nous nous sommes réconciliés, que nous nous tenons les mains, que nous formons un bloc monolithique, il y a 9 chances qu'on puisse bien faire la guerre en face de l'adversaire, autre que le membre de notre clan. J'avais dit que je diviserais ce que j'ai à dire en 3 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est le paragraphe dit l'exemple de l'Empire romain. Eh bien, vous savez qu'il y a eu un pays qu'on a appelé Rome. Avant l'Empire romain, le bassin méditerranéen était composé de plusieurs pays, plusieurs ethnies. Et chaque pays, chaque ethnie avait sa culture, sa langue, son gouvernement, son projet de société, jusqu'à ce que les Romains ont commencé l'invasion du bassin méditerranéen. Et Rome a conquis tout ce bassin, en commençant par l'Espagne jusqu'en Israël. Et on a mis sur pied un grand ensemble connu de l'histoire sous le nom de l'Empire romain. L'histoire sert à quoi? Mais l'histoire sert à nous renseigner sur ce qui s'est passé dans le passé afin que nous puissions tenir compte de ça et savoir comment éviter certains comportements dans le présent. Parce qu'en fait, l'histoire a servi à construire le présent et le présent est en train de construire l'avenir. Donc, on a mis sur pied un empire romain. Oh, ça avait beaucoup de caractéristiques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cet empire romain. Nous pouvons nous plancher sur la religion de l'empire romain. Nous pouvons nous plancher sur les grands tribuns de l'empire romain. Nous pouvons plancher sur les généraux de l'empire romain. Mais nous allons simplement résumer en disant que cet empire était là.
toutes les richesses de l'Empire ne profitaient qu'à une seule tribu, la tribu de Rome. Rendez-vous compte que de l'Espagne jusqu'en Israël, au Moyen-Orient, tout le bassin méditerranéen passant par le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, Israël, tout le bassin méditerranéen était romain. Donc c'est plusieurs tribus, c'est plusieurs ethnies, c'est plusieurs peuples. On les met des forces ensemble, ils forment un grand ensemble et malheureusement, toutes les richesses de ce grand ensemble ne profitaient qu'à une seule tribu, essentiellement, principalement une seule tribu, la tribu de Rome. Vous savez, quand on va conquérir un grand ensemble, c'est une affaire de l'armée. Et les grands généraux de l'Empire romain étaient essentiellement recrutés dans une seule tribu, principalement celle de Rome. Le service de sécurité de l'Empire romain, les grands patrons de ce service étaient essentiellement des Romains. Les Romains usaient du principe de diviser pour régner. C'est-à-dire quand on arrive au village de Mani, eh bien, les Romains étudient les tendances et puis ils les opposent les cousins les uns les autres, divisés pour régner. On les divise, ils se chamaillent entre eux et les Romains viennent imposer sa loi. Donc l'Empire romain est caractérisé par ce fameux principe de diviser pour régner. Quand vous voulez dominer un peuple, il faut le diviser. Il faut les opposer les uns les autres, alors vous allez facilement dominer ce peuple. Les Romains s'est caractérisé par ce massacre des leaders des autres communautés. Je vous ai dit que tout le bassin méditerranéen était dominé, c'est plusieurs peuples, c'est plusieurs ethnies, plusieurs tribus. La tribu de Rome domine et elle était spécialiste dans l'art de tuer les leaders des autres tribus de l'Empire, des autres communautés de l'Empire. C'est comme ça que les Romains ont tué le maître Jésus, qui était un grand leader politico-religieux du peuple juif. Les grands ensembles, à travers le vaste panorama, j'entends parfois beaucoup de gens dire nous sommes à l'heure des grands ensembles. Oui et non. Les grands ensembles ont toujours existé. L'Empire romain, c'était un grand ensemble. Il a été mis sur pied. Il a fonctionné. Il a fait sa gloire. Et après, il a disparu. Et s'est désintégré. L'Empire médo-perse, mais c'était un grand ensemble. Le Commonwealth britannique, c'est un grand ensemble. Le Commonwealth regroupait l'Angleterre et toutes ses ex-colonies. Prenez les ex-colonies d'Afrique, voyez les ex-colonies d'Amérique, voyez les ex-colonies d'Asie, mettez tout ça ensemble, c'est un grand ensemble. Et quand parfois les gens me disent, mais nous sommes à l'heure des grands ensembles, je dis oui et non. Ce n'est pas une nouveauté. Il y a déjà eu beaucoup de grands ensembles. Et si nous savons comment ces grands ensembles se sont formés, comment ils se sont développés, comment ils ont atteint le zénith et comment finalement ils se sont désintégrés, nous pouvons tirer des leçons au cas où nous sommes en face d'un grand ensemble, nous pouvons tirer des leçons. Donc ce grand ensemble empire romain, après une longue période de gloire, il s'est mis à s'effriter. Mais devons nous poser la question de savoir pourquoi. Eh bien, la réponse est simple. À cause du comportement injuste des régnants de l'Empire romain. Les injustices. Dans un foyer, mais la sagesse Congo dit que là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Ainsi, dans un foyer, les problèmes ne manqueront jamais entre monsieur et madame et les enfants. Dans un clan, les problèmes ne manqueront jamais. Dans une nation, dans une entreprise, les problèmes ne manqueront jamais. La survie du foyer, du clan, de la nation, réside simplement dans la sagesse du chef du clan, du chef de la nation, du chef de famille, à gérer les différents problèmes qui se présentent et à les résoudre d'une manière sage.
Donc là où il y a des hommes, les problèmes ne manqueront pas, mais il y a des gens qui savent résoudre leurs problèmes pacifiquement, il y a d'autres qui ne savent pas les résoudre. Selon qu'on sait résoudre le problème ou pas, eh bien, on va provoquer des crises qui peuvent parfois être fatales pour l'organisation. Et l'injustice peut conduire au divorce dans un foyer. Vous êtes marié, votre femme a son petit frère chez vous. Moi, autrefois, j'ai longtemps vécu chez mon beau-frère. Et vous avez aussi vos propres frères. Et votre femme regarde comment vous traitez son frère et les vôtres. Si vous commettez beaucoup d'injustice envers son petit frère, votre épouse va commencer à être mécontente. Et ce mécontentement pourra générer d'autres problèmes. Si ces problèmes sont mal gérés, le conflit entre dans le foyer et ça peut parfois aboutir au divorce. Donc, les injustices entre l'Empire, entre les Romains et les différents peuples qu'ils ont conquis a fini par conduire au mécontentement, à la frustration et finalement à la révolte qui a détruit l'Empire romain. Voilà ce que j'avais considéré brièvement, ce que j'avais à dire de l'exemple de l'Empire romain. Un grand ensemble qui a couvert tout le bassin méditerranéen, un ensemble composé de plusieurs ethnies. Une ethnie domine, elle malmène les autres, elle règne par l'injustice et avec le temps les autres se révoltent et progressivement l'Empire se détruit. Le paragraphe 2, je l'ai intitulé « Le cas de l'Empire colonial belge ». L'Empire colonial belge, c'est l'actuel pays que vous appelez la République démocratique du Congo, plus le Rwanda et le Burundi. C'est ça qu'on appelle l'Empire colonial belge. Et pour commencer, j'ai toujours dit ça. Souvent quand je dis ça, les gens pensent que je ne veux pas cimenter l'unité nationale. Je ne suis pas un ignorant. Laissons des thèses comme ça aux ignorants. Pour cimenter l'unité nationale, la RDC, nous devons savoir comment la RDC a été fondée. Quelles sont les lacunes qu'il y a dans cette fondation? Comment combler ces lacunes? Comment renforcer la cohésion nationale? Et quand nous arrivons à faire ça, alors à ce moment, nous aurons assis le fondement de notre pays sur du roc. Donc, je laisse les critiques aux petits-enfants. Le président Kassabou disait autrefois que le chef de l'État, indifférent aux pressions, est sourd aux critiques. J'ai toujours dit que la République démocratique du Congo n'a pas été fondée par un politicien congolais. Vous trouverez des Bismarck qui ont joué un rôle dans la fondation de leur pays. Vous trouverez des Nimi Alukeni qui fondent le royaume du Congo. C'est un Mukongo qui fonde le royaume du Congo. Et la République démocratique du Congo n'a pas été fondée par un politicien congolais. Parce qu'avant la conférence de Berlin, l'Afrique centrale, c'était plusieurs pays indépendants. Les Bakongo avaient leur pays appelé le royaume du Congo. Les Baluba avaient leur royaume. Les Bangala, les Bassouas, l'empire islamique du Maniema, ça existait. Donc, avant la conférence de Berlin, plusieurs pays. Le fondateur, c'est Dieu. Eh bien, je dis que ça n'a pas été fondé par Dieu. Ça n'a pas été fondé par un Congolais. Le fondateur de l'actuelle République démocratique du Congo, c'est le roi Léopold de Belgique, qui a rassemblé des forces, plusieurs ethnies de l'Afrique centrale aux mentalités diverses et divergentes. C'est donc un mariage forcé. Et j'ai toujours dit que l'élite politique, philosophique, économique, religieuse, congolaise, cette élite-là a le devoir sacré de prendre ce mariage forcé et de le transformer en mariage d'amour. Que si nous réussissons à prendre ce mariage forcé
à les transformer en mariage d'amour, et si dans la gestion, nous mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, eh bien, je sais de quoi je parle. Notre pays, la République démocratique du Congo, va rapidement galoper pour devenir une grande puissance économique, puis une grande puissance militaire, finalement, une grande puissance mondiale. Je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots, mais je dis très bien que si nous réussissons de prendre ce mariage forcé et de le transformer en mariage d'amour, et si nous mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, alors notre pays, alors. Mais c'est un mariage forcé en attendant. Moi, j'ai mon neveu appelé Emani. J'ai dit, mon neveu, je t'envoie à Kinshasa aller faire des études parce qu'ici, chez nous, il n'y a pas d'école que tu pouvais fréquenter. Mon neveu Emani se rend à Kinshasa et il fait des études. Quand j'apprends qu'il a obtenu sa licence, j'ai dit, il est temps que mon neveu se marie. Mais mon neveu n'est jamais venu au village. Et moi, là, au village, je vois une jeune fille, j'ai dit, je vais te marier à mon neveu. Je marie la fille. Mon neveu Emani est surpris que l'oncle lui envoie une femme. Emani ne connaît pas la fille ne connaît pas Emani, je les ai mariés. C'est un mariage forcé. Maintenant, quand la fille arrive chez Emani, si elle est suffisamment stratège en disant, ce jeune homme qui devient mon mari, je ne l'ai jamais connu. Je peux l'aimer ou ne pas l'aimer. Alors je vais commencer par étudier ce jeune homme pour savoir qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et moi, je vais m'ingénier chaque fois à faire ce qu'il aime. Je vais éviter de faire ce qu'il n'aime pas. Quand la fille prend cette attitude-là, petit à petit, elle va conquérir le cœur de Mani. Et Mani va dire, bon, cette fille, franchement, moi, je ne l'ai pas connue, c'est l'oncle qui m'a imposé, je n'étais pas content, mais je me rends quand même compte que c'est une bonne fille. Et Mani commence à l'aimer. Donc, cette fille a réussi à transformer le mariage forcé en mariage d'amour. Et si Emani aussi de sa part, il dit non, j'aime beaucoup mon oncle. Par-dessus tout, mon oncle, c'est un grand sage. Je sais ce qu'il a fait là en m'épousant une fille, il ne m'a pas consulté, mais souvent l'oncle tape rarement à côté. Je vais être patient, tenter d'étudier la fille, et pour tenter de faire en sorte que ça puisse marcher. De la bonne volonté du côté d'Emani, de la bonne volonté du côté de la femme, eh bien ces deux jeunes gens vont transformer leur mariage forcé en mariage d'amour. Après un certain nombre d'années, Emani devient fortement amoureux de sa femme, la femme devient fortement amoureuse. Eh bien, la sagesse de ces deux époux ont transformé leur mariage forcé en mariage d'amour. Un étranger est venu rassembler des forces plusieurs ethnies d'Afrique centrale sans avoir consulté au préalable si ces ethnies étaient d'accord, oui ou non, de vivre ensemble. Un étranger est venu de mettre les forces ensemble. Ces ethnies mises ensemble forment un pays que j'appelle un grand ensemble parce que, mes chers frères, préparons deux cartes géographiques. Même échelle, une carte de l'Europe et une carte de la République démocratique du Congo, même échelle. Et ayant confectionné ces deux cartes, superposons ces deux cartes. Nous mettons la carte de l'Europe sur la table et nous mettons la carte de la République démocratique du Congo, nous la posons sur la carte de l'Europe. Si la ville de Kinshasa tombe à Londres, alors la ville de Lubumbashi va aller tomber à Moscou. De Londres à Moscou, vous avez l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, l'Italie, bref, vous avez toute l'Europe. Une carte de l'Europe, même échelle que la carte de la République démocratique du Congo, nous superposons. Kinshasa tombe à Londres, Lubumbashi va aller tomber à Moscou. Entre Londres et Moscou, vous avez pratiquement toute l'Europe. Voilà les dimensions de votre pays, un grand ensemble. Si vous le gérez correctement comme Emani et sa fiancée imposée ont géré leur foyer a fini par se stabiliser, ça devient un foyer d'amour. Et si vous gérez la République démocratique de cette façon-là, ça va se stabiliser, ça va devenir un pays soudé,
Et avec le temps, si nous mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en mettant du travail sérieux, nous devenons une grande puissance économique mondiale. Mais si nous gérons ce grand ensemble à la manière de l'Empire romain, eh bien la République démocratique du Congo va subir la loi de l'histoire qui veut que tout grand ensemble qui malmène certaines ethnies est fait pour éclater en plusieurs États indépendants. Comment transformer le mariage forcé en mariage d'amour? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Mais l'acte principal de cette transformation, c'est l'esprit de justice. Lorsque les richesses colossales de la République démocratique du Congo vont profiter au Bas-Congo, ça profite au Bangala, ça profite au Baluba, ça profite au Baswahili, ça profite au Tchokwe, ça profite aux Anamongo. Quand les richesses colossales de ce pays vont profiter à toutes les ethnies de ce pays, nous serons tous contents et personne parmi nous ne cherchera à vouloir se séparer d'un grand ensemble qui nous profite tous. Mais lorsque les richesses colossales de ce pays ne profitent qu'à une ethnie, ne profitent qu'à une certaine catégorie de gens au détriment des autres, eh bien, ceux qui seront marginalisés vont commencer par être frustrés, l'amertume va croître dans leur cœur, et peut-être qu'un jour, la révolte va venir, et ils vont commencer à dire, c'est ça, alors nous, on va se séparer. Lorsque quelqu'un dit, nous, on va se séparer, non, non, lui est mauvais, non, vous parlez en l'air. Dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non pas aux effets. La séparation n'est qu'un effet. Quelle est la cause des injustices qu'on peut subir à une communauté donnée? Mettez fin aux injustices, faites en sorte que la chose puisse profiter à tout le monde et personne n'aura l'envie de se séparer. Au lieu de s'attaquer aux causes, on veut s'attaquer aux effets et on tape à côté. Les injustices n'ont jamais cimenté l'unité nationale. Les injustices n'ont jamais renforcé la cohésion nationale. Vous savez, j'ai déjà écrit plus de 900 Congo Diète, mon petit journal là où j'exprime mes opinions. Je suis capable de vous montrer des numéros de Congo Diète où je me suis attaqué à Moutambenza Toubi. C'est mon Congo. Je suis Moukongo, je m'attaque à un Moukongo qui a mal fait. Ou je me suis attaqué à Mbachi, c'était Moukongo. Mbachi n'a pas fait que du mal. Il a posé certains actes qui étaient bien, que j'ai approuvés. Mais il a aussi commis certaines erreurs. J'ai critiqué Mbachi pour les erreurs qu'il a commises. C'était Moukongo. Qui je n'ai pas critiqué dans le Bas-Congo? Qui m'a si je l'ai critiqué? Quand je critique un Moukongo, que j'écris un Congolais intitulé Le Bois Mort, tous les non-originaires dans le Bas-Congo sont contents. Ils viennent de cochonner un Moukongo, ils sont très contents. Mais moi, j'ai dit que ce sont mes frères Bas-Congo, je n'ai pas le droit de les critiquer. Mais si j'arrive jusque-là, ce qu'il a mal fait, quand je critique un Moukongo qui a mal fait, les Bangala, les Baluba, les Baswahili sont contents. Mais le jour où je vais toucher à un Moulouba qui a mal fait, alors le Baluba se révolte en disant, moi, je n'aime pas les non-originaires. Mais quand j'ai critiqué le Moukongo, pourquoi on ne m'a pas dit que moi, je n'aime pas les Bas-Congo? Donc lorsque je critique un Moukongo, on trouve ça normal. Je critique, on trouve ça normal. Si un Moulouba a mal agi, que je le critique, non, il n'aime pas les non-originaires. Si un Mongala a mal agi, que je le critique, il n'aime pas les non-originaires. Si un Moussoua il a mal agi, mais pourquoi vous ne me dites pas que Nemwanda n'aime pas les Bas-Congo quand je critique un Moukongo? Votre jugement, c'est un jugement faux, erroné, sentimental. De pareilles réactions ne renforcent jamais la cohésion nationale. Parce que ça signifie quoi? Pourquoi on critique quelqu'un qui a mal fait?
afin de les pousser à corriger simplement. On dit que dans un pays, il y a ce qu'on appelle la majorité et l'opposition. Et on dit que l'opposition a comme rôle de critiquer le gouvernement afin de pousser les membres du gouvernement à améliorer la qualité de leur travail. Simplement ça. Critiquer le gouvernement. Quand on les critique, eh bien, le gouvernement sera contraint d'améliorer la qualité de son travail. Et de la même manière, quand mon frère Mukongo a mal agi, j'ai dit c'est pas bon cette façon de faire, je le critique afin qu'il puisse être obligé d'améliorer la qualité de son travail. Les Bangalas sont nos compatriotes de ce pays, nos frères. Quand je vois un Mongala qui a mal agi, je le critique aussi afin de le pousser à améliorer la qualité de son travail. Quand je vois un Moulouba qui a mal agi, je le critique aussi afin de le pousser d'améliorer la qualité de son travail. Dans ma vie, je n'ai jamais été l'ennemi des Balouba, des Bangala et des Baswahili. Parce que je suis né d'Allemagne, mais je suis venu à Kinshasa à bas âge. J'ai terminé l'école primaire ici, j'ai fait l'école secondaire ici, j'ai fait l'université ici. Et dans toutes ces écoles où j'ai fréquenté, j'ai eu beaucoup de grands amis Balouba, beaucoup de grands amis Bangala, beaucoup de grands amis Baswahili. Moi j'ai mes amis. Mais quand je critique un fautif qui est Mouswahili, ça ne veut pas dire que c'est tous les Baswahili que moi je critique. Quand je critique un fautif qui est Moukongo, ça ne veut pas dire que c'est tous les Bakongo que moi je critique. Je vais vous donner un exemple, c'est extrêmement important. Les Balouba ont travaillé massivement au Katanga. Ils ont travaillé massivement au Katanga. Et à un moment donné, M. Tshisekedi est nommé Premier ministre à Kinshasa. On nomme M. Tshisekedi Premier ministre. Les Balouba du Katanga, les Kassaïens du Katanga achètent 2 chiens. Balatsi Bamboya Ngoba cravate. Et à un chien, ils mettent une étiquette Ngunj Karlebon. Donc le chien s'appelle Ngunj Karlebon de Balatsi cravate. L'autre chien s'appelle Kyungu Balatsi cravate. Qui font ça? Des Kassaïens qui sont au Katanga. Alors les Katangais, la jeunesse katangaise dit, mais pas question. Nous ici au Katanga, Kyungu et Ngunj sont nos grands leaders. Comment vous venez du Kasaï? Vous venez vous installer ici chez nous et vous embêtez, vous injuriez nos grands leaders comme ça. Les Katangais sont révoltés. Et ils ont chassé les Sud-Kassaïens du Katanga. Je vous assure que nos frères Kassaïens ont souffert atrocement. Certains ont été tués, d'autres des maisons détruites, d'autres chassés leurs maisons. Ça a été simplement misérable. Mais ça ne peut pas, moi, me pousser à dire les Katangais sont mauvais. J'ai pitié de ce qu'ont dit mes frères Balouba, mais je peux comprendre la réaction des Katangais parce que le droit du premier occupant existe. Vous allez en Belgique, vous êtes wallon, vous vous installez en Flandre, vous commencez à injurer les grands leaders flamands, la jeunesse flamande ne va pas vous laisser faire. Donc ce manque de tact, de courtoisie. La République démocratique, c'est notre pays, tout Congolais peut aller vivre là où il veut, mais il y a le droit du premier occupant qui existe. Moi, je peux quitter le Bas-Congo, aller vivre à Bassankoussou, c'est la République démocratique du Congo, mais dans ma ville à Bassankoussou, je comprendrais que j'ai rencontré les Anamongo qui ont le droit du premier occupant. Moi, je les étudie, je me comporte bien avec eux, ils commencent à m'aimer, je fais même tout pour apprendre le Mongo et je suis totalement intégré. Les Anamongo disent Mokongo Wanate Wanaya Akoma Mongo. Voilà l'intégration. Mais si je ne le fais pas là à Bassankoussou, les autochtones de Bassankoussou vont être mécontents, ils vont me combattre, et en me combattant, moi je me mets à crier, non, Bazaba tribaliste, Bazaba rejoindre. Non, c'est toi qui es fautif. Donc c'est ce manque de petit tact là que je reproche à nos frères qui ont été chassés du Katanga. D'ailleurs, depuis qu'ils avaient été chassés, à l'époque du président Mobutu, moi j'avais écrit des Congolais, je les avais soutenus. Dernièrement, quand j'étais en conflit avec le général Kaloumé au Parlement, j'ai encore mis ça dans mon discours où j'ai soutenu les Kassaïens. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec les Kassaïens. Freddy Mouloumba de Télé, c'est mon grand ami. Je peux vous citer beaucoup d'amis Balouba que j'ai. Vous voyez?
Et n'oubliez pas, c'est un exemple que je vous donne, des problèmes qui créent des problèmes dans un grand ensemble et qui conduisent le grand ensemble vers l'éclatement. Le manque de tact. Je vous ai donné un premier exemple. La République démocratique, c'est un pays, c'est notre pays, un pays uni. Nos compatriotes sud-kassaïens se déversent massivement au Katanga. Et puis un jour, ils prennent deux chiens. L'un, il appelle Ngunzu Kalibonde, l'autre, Kyungu. Ils le mettent en cravate. Les autochtones du Katanga se révoltent et les persécutent. De pareils comportements ne renforcent pas la cohésion nationale. Et c'est que nos frères kassaïens ont raisonné de cette façon. Est-ce qu'ils ont tiré la bonne conclusion? Quelle est la bonne conclusion? Nous étions bien au Katanga pour avoir injurié un grand leader katangais, deux grands leaders katangais. Les Katangais sont révoltés contre nous. Dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non pas aux effets. Chasser les Kassaïens n'était que les effets d'une cause, deux chiens appelés Ngunzu Kalibonde et Kyungu. Les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non pas aux effets. Alors, quand cela s'est produit, ça a été très douloureux. Il faut que nos compatriotes kassaïens, par exemple, puissent se dire, nous avons été au Katanga, pour avoir commis l'erreur, on nous a persécutés. Prochainement, nous ne le ferons plus. Est-ce qu'ils ont fait cette réflexion? Ou simplement ils se versent dans des injures contre les Katangais qui ne résoudront aucun problème? Et nos frères kassaïens sont venus massivement au Congo central. Le Congo central veut dire Kinshasa et le Bas-Congo. Ne vous trompez pas, les Bambundu, les Baoumbu sont des Bas-Congo. Donc la ville de Kinshasa est construite au Congo central. Ça a été notre capitale provinciale. Donc ne vous gênez pas quand je vous dis les vérités. Apprenez la vraie histoire du Congo. Persécutés au Katanga, ils sont venus nombreux à Kinshasa. Et la ville de Kinshasa n'a pas été conçue pour être la capitale de la RDC. Ça a été conçu pour être la capitale de Bas-Congo et de Bandundu. Le Bas-Congo et le Bandundu, donc la ville de Kinshasa appartient aux gens du lac Mai-Ndombe, ex-province de Léopoldville, aux gens du Kwilu, Bambala, Bayanzi, Patati Patata, aux gens du Kwangu, de Bayaka, et au Bas-Congo du Bas-Congo. Cette ville leur appartient. Avant l'empire colonial belge, le Bandundu et le Bas-Congo faisaient partie du royaume du Congo. Donc ancestralement, c'est la terre de leurs ancêtres. Et administrativement, les Belges avaient construit leur chef-lieu de province ici. Beaucoup de nos frères kassaïens, persécutés au Katanga, ils sont venus massivement à Kinshasa. C'est tout à fait normal. La République démocratique, notre pays, c'est un pays uni. Persécutés là-bas, ils ont le droit de venir ici. Mais il n'y a pas longtemps, à la veille des élections, nous avons appris qu'une certaine coterie se serait attaquée au Palou et qu'on a tué des vieillards de Bandundu, membres du Palou. Mais les deux grandes personnalités politiques de l'ex-province de Léopoldville, donc prenez le Mai-Ndombe, ajoutez le Kwangu, ajoutez le Kwilu, ajoutez le Bas-Congo, nous sommes un même peuple. Actuellement, deux grandes personnalités politiques de cet espace-là, c'est Mwanda Nsemi et Kizenga. Vous commencez à injurier Kizenga, vous injuriez Mwanda Nsemi. Ça risque d'être Kyungu et Ngunzu. Est-ce que nos frères kassaïens ont tiré ces leçons? C'est extrêmement important. Vous prenez des pierres, vous lapidez des vieux Bambala, du Palou, ils meurent à l'imiter là-bas. Mais ce sont mes frères à moi. Moi, je dois être malheureux. Mon bouton a dit entre un frère et un ami, le choix est clair. Vous injuriez le vieux Kizenga, vous injuriez Mwanda Nsemi. Et si les jeunes du Bas-Congo, vous connaissez l'intrépidité des adeptes de Bundu, si les jeunes du Bas-Congo et de Bandundu se révoltent parce que vous injuriez leur grand leader, nous risquons de reconnaître ce qui s'est passé au Katanga. Je ne veux pas que cela arrive, mais il faut que ceux qui posent des actes qui entraînent des crises puissent savoir qui sont les premiers qui doivent se maîtriser et ne pas traiter les gens de n'importe quelle manière. C'est un exemple que je donnais. Si je pouvais tenir un point de presse pendant toute une journée, je pourrais donner des exemples dans tous les différents coins. Je vais vous donner un autre exemple, parce que le problème, c'est comment souder la cohésion nationale à RDC. À l'époque du président Mobutu, il va nommer Konde Vilakikanda gouverneur du Nord Kivu. Konde Vilakikanda, c'était au Congo.
Et depuis l'époque coloniale belge, le Belge disait que les Bakongos sont de bons gestionnaires, sont un peuple travailleur, bons gestionnaires et doté de valeurs morales et spirituelles. Condé arrive au Nord Kivu, il gère ça avec du tact, avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de maîtrise, et toute la population du Nord Kivu devient fanatique de Condé Vilakikanda. Des dizaines d'années plus tard, ils ont même élu député du Nord Kivu, Condé Vilakikanda. Vous voyez? Nous sommes tous des Congolais, mais il y a quelque part, chaque Congolais a le droit du premier occupant. Dans le Bas-Congo, à Kinshasa, au Bandundu, sont le peuple là qui ont le droit du premier occupant. Et Mobutu envoie Paluku, Denis Paluku à Matadi comme gouverneur. Vous voyez, on a envoyé un Mukongo Nord Kivu. Il a tellement bien géré que la population Nord Kivu, heureuse, 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 des dizaines d'années plus tard, ils se souviennent toujours de lui et il est vote député. Il y a des enfants du Nord Kivu, originaires de là, qui opposent la députation. Ils ne le votent pas, ils vont préférer aller voter à Mukongo. Parce que quand ce Mukongo était ici, il a très bien géré avec justice. Maintenant, on prend un gars du Nord Kivu, Denis Palou, qu'on l'envoie à Matadi, gouverneur. Aussitôt qu'il arrive, il va assassiner le premier gouverneur de la ville de Matadi, un Mukongo qui était très aimé. Parce que pour lui, c'était... Il allait pour mater les Bakongos, qui n'avaient rien fait. Et quand il y a quelqu'un qui est trop aimé, il faut éliminer celui-là. Il liquide le premier bourgmestre de la ville de Matadi. On va jeter son cadavre dans la rivière Mpozo. Et puis il a mis mes bases au trésor provincial. C'était du désordre de telle manière que pour les Bakongos, ils ne voulaient plus entendre parler de quelqu'un qui vient du Kivu là-bas, qui vient au Bas-Congo. Vous voyez le malheur. Mais tous les gens de Kivu ne sont pas mauvais comme Denis Paluku. Mais quand une ethnie ne connaît qu'un individu, si moi j'arrive chez les Anamongo, qu'on ne connaît qu'un moins dansé, vous voyez Mbuta-Kimbangu, je prends plutôt l'exemple de Mbuta-Kimbangu. Mbuta-Kimbangu est arrivé un peu partout à travers ce pays. Il guérissait les malades, il bénissait les gens, il soulageait les gens, il aimait les gens, et tout le monde s'est mis lumière n'a pas au Congo. Parce qu'ils ont vu un Congo qui travaille bien, et on colle cette performance à tous les Bakongos. Pour ceux et quand une ethnie donnée envoie son fils aller diriger quelque part, qui dirige mal, pour les gens qui ne sont pas très connaisseurs de ce côté-là, c'est toute une ethnie qu'on salit. Allez écouter au Bas-Congo ce que le Bas-Congo dit du général Rauch. Donc, c'est extrêmement important ce que je vous dis là-bas. Il y a eu un empire romain, un grand ensemble. Ça finit par éclater à cause des injustices. Notre pays, c'est un grand ensemble, ça va de Londres à Moscou. C'est un grand ensemble. Si nous dirigeons ce pays avec injustice, nous aboutirons au même résultat que l'Empire romain. Parce que les injustices provoquent toujours des frustrations, de l'amertume et finalement la révolte. Et la sagesse Congo enseigne que dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux racines, aux causes et non pas aux effets. La République démocratique du Congo, notre pays, 50 ans d'indépendance, est devenu un enfer. Combien de forums n'a-t-on pas tenu? On a été à Madagascar, autrefois, moi j'ai de la mémoire, j'étais tout petit là, mais je connais. Les Congolais sont allés tenir un forum à Madagascar. Mais ça n'a pas marché. Le dialogue de Kokilatville-Mbandaka, ça n'a pas marché. Le dialogue d'Addis Abeba, ça n'a pas marché. Le dialogue de Gaborone, ça n'a pas marché. Pretoria. Beaucoup de dialogues. Et dernièrement, combien de tables rondes n'a-t-on pas tenu au Kivu pour résoudre le problème de la communauté rwandophone? Je ne suis pas contre les rwandophones. Je les considère comme une communauté de la RDC. S'ils sont des Congolais, ils ont le même droit que tous les autres. C'est-à-dire que les rwandophones congolais ont le même droit que les Bakongo,
les mêmes droits que les Bangala, les mêmes droits que les Baswahili, les mêmes droits que tout fils congolais. Donc je ne suis pas contre les rwandophones congolais. Si leur communauté est soumise à des injustices, c'est leur droit de crier haut et fort, mais pas par les armes. Crier haut et fort pour qu'on puisse résoudre leurs problèmes. Lorsqu'on résout le problème des rwandophones, c'est leur droit aussi à nos frères kassaïens, s'ils ont des problèmes, de les poser à la nation afin qu'on les résolve. Vous allez actuellement en prison à Makala, beaucoup de Bakongo, beaucoup de Bangala. Et quand vous essayez de fouiller les dossiers de chacun de ces prisonniers, on vous dira que le dossier est vide. Mais parce qu'on les a arrêtés en disant non, Jean-Pierre Mbemba, il y a des moins dans ces c'est ça qui font éclater un grand pays en plusieurs États indépendants, des injustices comme ça. Mais nous disons que toutes les communautés congolaises, chaque communauté a des droits et des devoirs. Dans la mesure où chaque communauté remplit ses devoirs, quand ses droits sont bafoués, on a tout à fait le droit de poser ce problème à la communauté nationale. Mais l'AFDEL, c'était la communauté rwandophone. Ça a permis à cette communauté d'envahir l'Est et d'infiltrer la République démocratique du Congo, l'AFDEL. Et finalement, quand l'AFDEL a donné le maximum de ce qu'il peut, ça c'est le travail que je fais au Parlement. Au Parlement, il y a des gens un peu trop bavards qui parlent parfois beaucoup, d'autres font un travail en sourdine. Les sages, souvent, ils influencent les autres par leurs discours, par leurs conseils, par leurs orientations. Moi, je faisais raisonner à beaucoup de députés en leur disant, écoutez, l'AFDEL a apporté des avantages à la communauté rwandophone. Le RCD a apporté des avantages à la communauté rwandophone parce que Roubiro a été devenu vice-président de la République. Nkunda, communauté rwandophone, les négociations qu'il y a eu à l'Est, ça a apporté des avantages à la communauté rwandophone. Maintenant qu'on négocie avec le M23, toujours la communauté rwandophone, j'ai l'impression que c'est toujours la même communauté dont on cherche à résoudre le problème. C'est ce que je faisais en cache-cache au Parlement. J'influençais les députés, je m'entretenais avec un tel dans le silence, je parlais avec l'autre pour tenter de réorienter le dialogue qui était à Kampala. Et c'est le travail de grands sages qui travaillent dans le silence que je faisais au Parlement. Et j'ai proposé ceci, que en Afrique du Sud, après plusieurs injustices entre les Blancs et les Noirs, pour effacer l'amertume, on a mis sur pied un forum de vérité et réconciliation, où chaque communauté lésée devait prendre la parole, présenter ses plaintes, afin qu'à l'unanimité, qu'on puisse retenir ce qui est vrai et résoudre ses frustrations. Ce qui a permis de lancer la base vers cette communauté multiraciale qui se développe actuellement en Afrique du Sud. Alors moi, dans le silence au Parlement, je rencontre tel député, je lui en parle, je rencontre tel député, je lui en parle. Je dis, recalibrons ce qui se fait à Kampala. Réclamons plutôt un dialogue national. Au cours de ce dialogue, nous allons demander à chaque communauté de préparer un cahier de charges des problèmes qui frustrent la communauté. Nous allons déposer tous ces cahiers de charges acquis de droit. Et au cours de ce forum, nous allons débattre cahier de charges par cahier de charges. Les Bakongo soulèvent tel problème pour lesquels ils ne sont pas contents. Les problèmes qui sont réels, on trouve une solution juste. S'il y a un problème qui est un peu déplacé, on donne une explication juste. Et quand, c'est ce que je disais en sourdine, en cache-cache dans le Parlement, quand je convoquais les autres députés, et quand nous allons résoudre le cahier de charges des Bakongo, le cahier de charges des Bangala, des Balouba, tout ça, et bien à la fin des comptes, nous allons sortir de ce forum totalement réconcilié. Nous allons sortir réconciliés. Et quand il y a une réconciliation au sein d'un grand ensemble, ça renforce la force du grand ensemble. Mais à un moment donné, on a satisfait les rwandophones avec l'AFDEL,
Et toqué, encore les rwandophones avec le RCD, toqué, encore les rwandophones avec le M20, le SNDP, et puis encore les rwandophones. C'est une jeune communauté qui résout le problème. Vous croyez que si la guerre est terminée au Kivu, que les Bakongos sont toujours soumis à des injustices, les Bakongos seront contents? Ils ne seront pas contents. Donc, j'ai travaillé en sourdine, j'ai écrit des Congolietos, j'ai diffusé cette idée, et Dieu merci, lors de son message de Nouvel An, le président de la République a dit qu'il faut un forum national dans ce pays. Et moi, j'ai approuvé ça. Parce que 3 mois avant, c'est ça qui faisait partie de mes travaux occultes, nocturnes, au sein du Parlement. J'ai diffusé des Congolais à ce moment-là, quand l'idée n'était pas encore acceptée par le président de la République. J'ai diffusé beaucoup de Congolais pour dire non, les rwandophones congolais ont les mêmes droits que nous, mais on a tendance chaque fois à résoudre le problème à eux. Mettons-nous autour d'une table, toutes les communautés, qu'on résolve le problème de chaque communauté, nous allons sortir réconciliés. Le président venait d'accepter ça. Mais vous savez, depuis que nous sommes indépendants, il y a eu beaucoup de forums, beaucoup de dialogues. Aussitôt qu'on lance un dialogue, les politiciens ne savent pas qui a initié ça dans l'ombre. Les politiciens s'accaparent de ça et ils le transforment en un problème de repositionnement. En d'autres termes, oh, tais-toi de là que je m'y mette. En 50 années d'indépendance, tous les forums qu'on a tenus dans ce pays, la motivation, c'est celle-là. C'est une motivation tout à fait erronée. Oh, tais-toi de là que je m'y mette. Les gens ont cru que c'est Mobutu qui était le diable dans ce pays. On a écarté Mobutu. Et ceux qui sont venus remplacer Mobutu n'ont pas fait mieux que Mobutu. Faites bien attention. Faites bien attention pour ne pas remplacer une dictature par une autre dictature. Mais on n'a jamais eu un dialogue dans ce pays qui se base sur les frustrations des communautés. Et la spécificité pour le moment, le M23 et la communauté rwandophone mettent sur pied son cahier de charges. Les Bakongos mettent sur pied leur cahier de charges, les Bangala patati patata. Nous le déposons et nous allons débattre cahier de charges par cahier de charges pour tenter de satisfaire chaque cahier de charges. Et à ce moment-là, quand nous allons sortir de cette conférence, nous allons sortir réconciliés. Voilà une idée que j'ai diffusée dans les milieux parlementaires en sourdine. La deuxième idée que j'ai diffusée auprès de certains députés qui m'écoutent au Parlement, j'ai dit, le Maître Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. Mais comment on se divise en subissant les injustices des autres? Donc nous devons éviter de traiter nos compatriotes congolais avec injustice. Et le Maître Jésus a dit que tout ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à d'autres. On ouvre une entreprise au Katanga. Si dans cette entreprise on engage que des Bakongos, on n'engage pas des Katangais, les Katangais ne vont pas accepter ça. Autrefois, à la Miba, les Bakongos sont allés se faire engager là-bas. Nos frères Kassaï les ont chassés. Mais dans les Bakongos, nos frères Kassaï sont là. Quand il s'agit des Bakongos, eux ont le droit d'être engagés. Quand il s'agit des Kassaï, les Bakongos n'ont pas le droit d'être engagés. C'est une injustice. Quand l'injustice est signalée, les victimes n'attendent qu'une chose, que vous reconnaissez votre erreur et que vous le corrigez. Alors on oublie. Mais quand vous avez commis une erreur, on la critique, vous maintenez l'erreur, on dit que vous êtes de mauvaise foi. Vous trouvez normal qu'on construise une usine à Bassankou de 300 travailleurs et 290 travailleurs sont les autres et dit ressortir seulement de Bassankou. Est-ce que les gens de Bassankou seront contents? Ils ne seront pas contents. Mais si c'est vous qui avez fait ça, reconnaissez cette erreur-là. Beaucoup de choses qu'on fait dans le Bas-Congo, ce n'est pas toléré vers les autres provinces. Au Katanga, on fait l'inverse. Au Kasaï, on chasse le Bas-Congo. Quand on arrive au Bas-Congo, on veut que dans une entreprise, allez jusqu'à présent, allez vérifier toutes les entreprises du Bas-Congo. On est en train d'écarter les Bas-Congo des entreprises pour les remplacer par qui? Est-ce que c'est de cette façon que vous allez renforcer la cohésion nationale dans ce pays? La cohésion nationale se renforce par l'esprit de justice.
Donc la première particularité, il y a un forum à Kampala. Moi j'ai dit transformer-le en un forum national où chaque communauté posera son cahier de charges. Ça c'est un. Le deuxièmement, j'ai dit au Parlement, à tous les députés que j'ai contactés dans l'ombre, je leur disais, depuis longtemps, le Congolais est amoureux de Mikili. Quand les Français ont des problèmes, où est-ce qu'ils vont tenir leur conférence nationale? Mais en France. Quand les Allemands ont des problèmes, c'est en Allemagne qu'on débat ça. Quand les Américains ont des problèmes, c'est en Amérique qu'on le débat. Le Congolais veut que, face à tel problème, qu'on aille à Bruxelles. Face à tel problème, qu'on aille à Gaborone. Face à tel problème, qu'on aille à Pretoria. Face à tel problème, qu'on aille... Et les Congolais qui se disent comme ça, se disent patriotes. Ils se disent patriotes. Mais qu'est-ce que c'est le patriotisme? Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Et qu'est-ce que c'est la patrie? En vérité, notre patrie, c'est notre pays. Et qu'est-ce que c'est notre pays? Mais notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. Là où il n'y a pas de terre, il n'y a pas de pays, pas de patrie, pas de patriotisme, pas de patriotes. Et les vrais patriotes se caractérisent par un amour quasi fanatique de la terre de leurs ancêtres. La guerre du Kivu a un enjeu de terre. À qui appartient telle terre, à qui doit appartenir telle terre. C'est l'enjeu du Kivu. La guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est un enjeu de terre. L'ancienne guerre entre l'Allemagne et la France, c'est un enjeu de terre. Strasbourg, c'est un mot allemand. La ville de Strasbourg se trouve maintenant en France. Une ville française qui porte un nom allemand. Un enjeu de terre. Et la sagesse Congo enseigne que le ciel est mon père, tandis que la terre est ma mère nourricière. Un enjeu de terre. Et je trouve de drôles de patriotes congolais qui n'aiment pas la terre de leurs ancêtres et qui, moindre petit dialogue, ils veulent que ça ait lieu à Brazzaville, qu'on aille à Kampala, qu'on aille à Bruxelles, qu'on aille à Pretoria. C'est de la foutaise. Le président Mobutu a tenu son grand forum national à CNS à Kinshasa. Et ça a bel et bien eu lieu. Vous ne savez pas que toute conférence nationale tenue dans un pays étranger, c'est le pays hôte qui en profite économiquement. Parce que si vous envoyez 3000 Congolais dans un pays étranger pour un dialogue de 3 mois, ou de 2 mois, ou même d'1 mois, tous ces Congolais, quand ils arrivent au pays hôte, ils doivent chercher des chambres d'hôtel. Ils vont payer. L'argent entre dans le pays hôte. Tous ces Congolais doivent manger dans les restaurants. Les restaurants du pays hôte vont en profiter. Certains Congolais vont visiter des magasins et acheter certaines chemises, costumes. Ce sont les magasins du pays hôte qui en profitent. Le soir, certains Congolais allons prendre un verre dans un bar. Ce sont les bars du pays hôte qui vont en profiter, puisque ces Congolais vont payer. Il y a des Congolais qui aiment parfois les femmes à tout vent. Certains des prostituées du pays hôte vont eux aussi en profiter financièrement. Vous vous rendez compte que chaque forum que vous tenez à l'étranger, vous participez à redynamiser l'économie du pays hôte. Pourquoi notre économie qui est chancelante ne peut pas profiter d'un forum tenu à Kinshasa comme Mobutu l'avait fait? En résumé donc, je dis ceci, que pendant que tout le monde parlait de Kampala, moi, dans le silence au Parlement, dans beaucoup de parlements du monde, il y a des grands sages qui sont dans ce Parlement. Ces sages, souvent, ne parlent pas beaucoup, et ils observent des situations, et ils influencent les autres dans l'ombre. C'est un travail très important. Ils orientent l'opinion dans une direction voulue, et naturellement, ces sages, de temps en temps, ils parlent quand il s'agit d'un problème réellement majeur. Quand il s'agit de petits problèmes, ils laissent les autres parler. Donc, dans un premier temps, j'ai dit, faisons du dialogue un dialogue national, où chaque communauté va poser son problème afin qu'on puisse résoudre le problème de chaque communauté. Premier travail que j'ai fait. Le deuxième travail, j'ai dit, mais si l'idée est acceptée, hors de question que ce dialogue se tienne à Kampala, ou à Gaborone, ou à Pretoria, ou à Bruxelles, ou je ne sais où. Le dialogue se tiendra au palais du peuple.
Ça aussi, j'ai dit ça à beaucoup de députés dans l'ombre. Et le troisième principe que j'ai mis, que j'ai infiltré chez beaucoup de députés, avec qui j'ai causé dans l'ombre, je leur disais, mais si cette idée est acceptée, qu'est-ce qui va arriver? Mais vous allez voir beaucoup de policiers qui vont commencer à s'agiter, à fonder des plateformes opportunistes, à fonder des groupes qui vont les accompagner dans ce forum-là pour aller réclamer des trucs du genre « ôte-toi de là que je m'y mette ». S'ils font un gouvernement là, l'Union nationale, je n'en disconviens pas. Mais si on ne met pas ce gouvernement, pour moi, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est quelles sont les frustrations qui risquent de provoquer le Bas-Congo de se révolter, qu'on résolve ces frustrations. Quelles sont les frustrations chez les Bangala qu'on résolve? Chez les Kassaïens, qu'on résolve leurs frustrations. Chez les Baswahili, qu'on résolve. C'est ça mon vrai problème. Parce que si nous avons résolu le problème de nos bases respectives, nous aurons bâti sur du roc la fondation de la cohésion nationale. Moi, c'est avant tout ça le problème. Maintenant, si vous me racontez, ah non, ce forum, quand nous devons aller... Non, j'ai dit ceci, qu'on cesse de créer des groupuscules politiques qui vont aller revendiquer des endroits politiques au Parlement. Qu'on cesse de faire ça. Mais qu'on demande à tous les politiciens de la région de l'Équateur, mettez-vous ensemble, confectionnez un cahier de charges dans lequel vous allez indiquer tous les problèmes qui frustrent la population de l'Équateur. Qu'on mette ensemble, qu'on dise au Bas-Congo, mettez-vous, les policiers Bas-Congo, mettez-vous ensemble, mettez sur pied un cahier de charges qui va concerner toutes les frustrations de Bas-Congo. On dit aux Anamongo, mettez-vous ensemble. Au Batetela, mettez-vous ensemble. À nos frères Baswahili, mettez-vous ensemble pour soulever les points qui frustrent votre communauté. Et à mon frère Vital Kamere, par exemple, on lui dira soulevez le problème du Nord Kivu ou du Sud Kivu. La guerre, c'est très important, il faut résoudre ce problème, mais c'est un problème qui concerne essentiellement une province. Ce n'est pas un problème banal, ça nous concerne nous tous. Mais qu'on mette ça au Kivu. Par exemple, dans le cahier de charges du Kivu, on dit nous, depuis l'indépendance, nous n'avons jamais connu la paix. Parce qu'il y a continuellement des guerres, donc il faut qu'on trouve. Qu'on mette ça dans le cahier de charges du Kivu. Cette guerre du Kivu, on peut mettre fin à ça. Si les injustices dans le Bas-Congo continuent, les Bas-Congo ne seront jamais contents dans ce pays. Allez à Kouilungongo, on est dans les quartiers Bas-Congo des entreprises. Allez à la cimenterie de Lukala, allez à la cimenterie de Kimpese, allez à Inga, partout là-bas. On écarte les Bas-Congo des entreprises. Les Bas-Congo, les Belges le savent depuis longtemps, c'est un peuple travailleur, bon gestionnaire et doté de valeurs morales et spirituelles. Donc, au lieu de laisser faire, donc c'est le troisième point que j'ai soulevé. D'abord, un forum national. 2, à tenir à Kinshasa, pas à l'étranger. Et 3, ce ne sont pas des groupuscules politiques qui se forment pour aller revendiquer des choses là-bas. Mais nous demandons aux gens de chaque communauté de se mettre ensemble, de confectionner un cahier de charges de leur communauté. De telle manière que quand nous arriverons à ce forum national, nous allons dire tel groupe va étudier le problème de la communauté de l'Équateur, tel groupe, et ainsi de suite. Si on arrive à résoudre ce problème, eh bien nous serons totalement réconciliés. Si nous voulons réussir ce forum, il y a des thèmes que nous devons éviter, trop conflictuels. La sagesse Congo enseigne que c'est l'esprit d'entente qui bâtit un pays. L'esprit d'animosité, de mésentente ne bâtit jamais. À tel point que même des poèmes du genre vérité des urnes, mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Je suis un grand maître de la sagesse congolaise, je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Mettez-les d'abord de côté. Parce que si nous sommes arrivés à ça, c'est la faute de l'opposition. Vous avez diabolisé Ngoïmou Lunda, vous avez diabolisé le professeur Njoli. Le professeur Njoli, c'est un grand professeur. C'est une grande personnalité. Et vous ne voulez pas reconnaître vos erreurs. 2 ans avant les élections, moi j'ai écrit un Congolais, le Congolais il est là. Il s'appelle Les primaires de l'opposition. Et si vous le voulez, je demanderai à mes services de le réimprimer cette semaine. C'est le Congolais au 673. 673.
j'ai publié ce congresso que j'ai envoyé à tous les partis d'opposition, 2 ans avant les élections. J'ai dit, si l'opposition fait gagner aux élections, nous devons former un bloc monolithique. Et comment former ce bloc monolithique? Nous nous réunissons, tous les partis d'opposition, et nous disons, d'après le peuple congolais, qui parmi nous les opposants ici, qui est considéré comme le premier opposant de ce pays? Et qui est le deuxième? Qui est le troisième? Nous allons prendre les 7 premiers opposants. Et nous allons dire que celui qui sortira le premier opposant de ce pays, il sera notre candidat unique aux élections présidentielles. Et celui qui sortira le deuxième opposant, d'après la perception du peuple, celui-là sera notre Premier ministre. Quand notre candidat unique sera passé, il nomme notre Premier ministre. Celui qui sortira le troisième, quand nous voterons au niveau de l'Assemblée nationale, nous le voterons pour être président de l'Assemblée nationale. Et puis vice-président, et puis président du Sénat. Et puis les autres poids lourds de l'opposition, ils occuperont des postes dans le gouvernement ou dans certaines provinces. C'est le Congolais que j'ai appelé le primaire de l'opposition. Il y a beaucoup de partis de l'opposition. Mettons-nous ensemble, cherchons une seule personne que nous allons prendre comme le représentant de toute l'opposition. Et celui-là sera notre candidat à la présidence. Les gens ne m'ont pas compris. Je suis allé chez Kamere, je lui ai expliqué. Je suis allé chez Mbouta Kengwadondo. Je suis allé alimenter chez Mbouta Tshisekedi. Je suis allé partout. Les gens ne m'ont pas écouté. Et chaque fois je disais, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Quand le pasteur Ngoyi Mulunda et le professeur Njoli sont venus me rendre visite ici pour me soumettre leur programme de la CENI, j'ai émis un point de vue qui était tout à fait singleton. Parce qu'ils ont reconnu que, honorable, vous êtes le seul à avoir émis ce point de vue. Tous les autres, ils disent respect des délais constitutionnels des élections. Moi, j'avais dit, on peut faire les élections dans le délai constitutionnel, mais si les mécanismes de la tricherie ne sont pas démantelés, les élections ne sont pas crédibles. Les gens ne m'ont pas écouté, les gens de l'opposition, ils ne m'ont pas écouté. Respect des délais constitutionnels. Respect des délais constitutionnels. Sinon, Tunisie. Mais Tunisie, en tout le monde en côté. J'ai parlé à gauche, à droite. Les gens m'ont dit, d'ailleurs, s'ils ne respectent pas, les élections n'auront pas lieu parce que l'Occident ne donnera pas l'argent pour les élections. J'ai dit, écoutez, l'Occident nous a toujours aidés, nous devons leur être reconnaissants, mais beaucoup de barons de l'actuelle République ont aussi maintenant beaucoup d'argent dans leur compte bancaire. S'ils cotisaient pour mettre sur pied 450 millions de dollars, les élections vont avoir lieu. Et finalement, les élections ont eu lieu en ordre dispersé du côté de l'opposition parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. Et à la fin de compte, j'ai écrit un Congolais à la CENI. La semaine prochaine, je pourrais demander mes services de réimprimer ça, de faire circuler ça à Kinshasa. Un Congolais disait le message de BDM à la CENI. J'ai dit ceci à la CENI. Quand j'ai vérifié tous les paramètres de crédibilité des élections, ce n'est pas du tout rempli. Et il est impossible de remplir ça dans 3-4 mois. Donc, faisons une petite transition de 2 ans. On va mettre sur pied un gouvernement large union nationale et ensemble, nous allons préparer les élections. Non, mais les gens étaient fous, furieux. Les mois c'est ma paix sous mandat, na X, Y. Les gens n'ont pas été d'accord. Et moi, je disais à M. Lidjouba Augustin, mon collaborateur, un gars de l'Équateur, je lui disais, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Tu vas voir qu'au bout des comptes, ces gens vont me donner raison, mais ce sera déjà trop tard. Et à la fin des comptes, les élections sont venues. Les opposants sont allés en ordre dispersé. Vous avez vu ce qu'on a fait au Sénégal? Vous avez vu ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire? Voilà là où il y a une classe politique sérieuse. Ici, des milliers de candidats à la présidence. Et vous dites que vous êtes tous de l'opposition. Mais quel est le dénominateur commun qui unit l'opposition pour que vous puissiez être tous de l'opposition? L'opposition est plurielle, bien sûr, mais il y a des points qui doivent unir l'opposition. Quels sont ces points? Parce que vous êtes incapable de faire émerger un candidat
à la présidence. Donc, les gens ont tapé à côté sur toute la ligne. Moi, je suis prêt à imprimer tous les Congolietos. Ça coûte cher. Si le pasteur Ngoïmou Lunda, qu'on a trop diabolisé, et le professeur Njoli, dommage, ils n'ont pas aussi de grands moyens. Mais s'ils avaient des moyens, qu'ils me donnaient ces moyens-là pour que je publie tous les Congolietos, ça va les dédouaner eux. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Certaines erreurs qu'ils ont commises, je les connais. Mais tout ce qui a conduit au capotage, ce n'est pas de leur faute. Mettons-nous ensemble, première de l'opposition, les gens refusent. Démantelons le mécanisme de la tricherie avant les élections? Non, ce n'est pas ça. Et le résultat final, du désordre. Mais le désordre. Et j'ai entendu certains politiciens dire que XY lui a été élu, les autres députés là, ils n'ont pas été élus, il faut casser le Parlement. Écoutez, soyons sérieux. Moi, je reconnais que la tricherie, il y en a eu aux élections présidentielles et il y en a eu aussi aux élections législatives. Qu'il y a des députés qui ont été élus sans problème. Il y a beaucoup de députés qui ont été réellement élus sans fraude. Il y a d'autres qui ont fraudé. Alors, vous dites qu'on supprime les législatives, mais qu'on maintient les présidentielles. Pourquoi les présidentielles? Là, on n'a pas fraudé. Alors, donc, on va sacrifier les autres. Vous, on vous donne un poste. Et les députés qui ont été réellement bien élus, ils sont sacrifiés. C'est pas sérieux. Voilà une façon sentimentale de résoudre le problème, une façon égoïste. Vous voyez donc votre problème à vous, et vous... Non, je le répète 3 fois, qu'aux élections législatives, il y a beaucoup de gens qui ont été élus sans fraude. Mais il y a aussi des gens qui ont fraudé. Et aux élections présidentielles, il y a beaucoup de gens qui ont gagné suffisamment de voix sans fraude, et d'autres qui sont munis un peu de la fraude. S'il y a de la fraude du côté présidentiel et du côté législatif, quelle élection il faut supprimer, les présidentielles ou les législatives? Voilà le problème. Voilà le problème. C'est pourquoi j'ai dit, vérité des urnes, ça risque de créer trop de conflits au Forum national où nous voulons que les communautés congolaises aillent se réconcilier. Mettez de côté d'abord ce problème de vérité des urnes. S'il y a une communauté qui va le soulever, qu'elle le mette dans son cahier de charge. Et nous allons débattre de tous les problèmes qui frustrent les différentes communautés nationales. Et s'il y a une communauté qui soulève le problème de vérité des urnes, nous verrons comment nous allons manipuler ça, mais que ça ne soit pas un problème national. C'est un problème individuel d'une certaine communauté, parce que l'essentiel, l'important, c'est résoudre les problèmes qui frustrent chaque communauté de ce pays. C'est comme ça que nous allons renforcer la cohésion nationale. C'est comme ça que nous allons renforcer la cohésion nationale. Il y a des petits enfants qui racontent du n'importe quoi. C'est de la foutaise. Kinshasa, c'est une terre de Bakongo. Némoanda est ici depuis le bas âge. Il a fait l'école primaire, secondaire et l'université à Kinshasa. Et Kinshasa, c'est une terre du royaume du Congo où il y a beaucoup de Bakongo, beaucoup de Bandundu, beaucoup de Lac Maïndombe, beaucoup de Bayaka. Tous ces gens savent que Némoanda, c'est un leader de l'ex-province de Léopoldville. Beaucoup parmi eux m'ont voté. Et moi, j'ai étudié avec les Bangala à l'école, beaucoup de Bangala même. Il y a des Bangala qui m'ont élu. Moi, j'ai été avec beaucoup de Balouba même. Il y a des Balouba qui m'ont élu. J'ai des amis Baswahili qui ont influencé leurs membres de famille de me voter. Donc, les petits chacos qui font du radotage, je n'en fais pas cas. Je préférerais être un sourd-muet. En Kikongo, c'est Baba. Peut-être que je ne terminerai pas. Baba, en Kikongo, veut dire sourd-muet. Mais ça aussi, la communauté kassaïenne doit apprendre à maîtriser ses enfants
déconnecté. Parce que c'est en injuriant Ngouz et Kyungu qu'on a créé le conflit du Katanga. Et dans l'ex-province de Léopoldville, Némouanda, Semi, Bandundu, Némouanda, Semi, Congo central et Mbutakizenga sont les deux poids lourds de cet espace. Et quiconque va se lever contre Mbutakizenga, contre Némouanda, Semi, il risque de susciter la colère des autochtones de la ville de Kinshasa qui ne sont rien d'autre que les Bakongo et les Bandundu.